Nous avons une table ronde maintenant sur les sujets d'intelligence artificielle de données au service du social. En fait, s'il y a bien un sujet qui est devenu incontournable aujourd'hui, c'est le sujet dans le débat public de l'IA et de l'IA générative, si je compare à l'année dernière, par exemple. L'année dernière, on avait déjà commencé à parler de données dans le secteur social, mais je pense que cette année, ça s'impose particulièrement. Alors, pour en parler autour de la table, si j'ose dire, enfin sur l'estrade, nous avons Emmanuel Bacri, qui est chercheur au CNRS, conseiller scientifique du Health Data Hub et chaire de l'Institut Prairie. Oriane Ledroit, qui est directrice générale de EdTech France. Jean-Baptiste Talabo, qui est directeur Action sociale retraite de Malakoff Humanis. Et Alexandre Viros, qui est expert en transformation, qui était président du groupe ADECO et qui est président de l'association Dialogue. Et puis la ministre s'excuse, elle n'a pas pu nous rejoindre, mais elle nous a envoyé une vidéo. On avait travaillé avec ses équipes, donc vous verrez que nous allons avoir son point de vue sur les sujets que nous avions prévu de travailler ensemble, autour finalement de deux grands sujets. Le sujet des données, indépendamment des sujets de l'IA et de l'IA générative. Où est-ce qu'on en est sur l'utilisation des données? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut faire plus avec notamment les grandes bases de données nationales que le monde entier nous envie, en les utilisant évidemment avec d'autres types de données, on va y revenir. Et puis la question de l'IA générative, parce que il est frappant de voir que le sujet est maintenant, comme je le disais, dans le débat public, et la question de savoir finalement qu'est-ce que ça veut dire pour le domaine social est relativement abordée pour l'instant, donc c'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui. Alors, si tout va bien, nous devrions avoir tout de suite les propositions de la ministre, Madame El Haïry, sur le sujet. Mesdames, Messieurs, je suis profondément honorée de pouvoir vous adresser la parole, en tout cas en tant que ministre déléguée à l'enfance, à la jeunesse et aux familles. Et je souhaite bien sûr exprimer d'abord ma profonde gratitude envers les acteurs qui sont dévoués et qui œuvrent dans le domaine crucial de la petite enfance, mais aussi dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance et au soutien aux familles, et en particulier en familles en difficulté. Alors leurs efforts, ils sont inlassables et façonnent d'une certaine manière un avenir, oui, meilleur pour notre société, je pense qu'on peut le dire comme ça. Trop longtemps, les analyses se sont limitées à des indicateurs de gestion, des indicateurs de coûts. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une ère extraordinaire où la qualité de la prise en charge, la prévention des difficultés et les parcours de vie sont au cœur de nos préoccupations et des vôtres. Dans ce contexte, la question de la production et de l'utilisation des données revêt d'un coup une importance absolument capitale. L'aide sociale à l'enfance, en particulier, offre un terrain propice à des avancées absolument significatives dans ce domaine. Des initiatives lancées par des ministres précédents témoignent aussi de l'engagement particulier du gouvernement, en collaboration bien sûr avec les collectivités locales et l'ensemble des acteurs de l'aide sociale à l'enfance, pour numériser les établissements, pour exploiter le plein potentiel de ces données. Mais l'Institut national d'études démographiques et l'Observatoire national de la protection de l'enfance, l'ONPE, publient régulièrement des statistiques. Dès son premier rapport, en septembre 2005 à l'époque, l'Observatoire a établi un état des lieux de l'ensemble des sources de données disponibles dans le champ de la protection de l'enfance. Et l'Observatoire établit également annuellement, depuis 2005, une estimation du nombre d'enfants concernés par des mesures de protection grâce, bien sûr, au croisement des données de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, l'adresse, mais aussi de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la DPJJ. Cependant, les défis persistent et le croisement et l'analyse des bases de données complexes exigent un travail technique approfondi dans, bien sûr, le respect absolu du secret statistique et de la protection des données personnelles. L'initiative de l'Impact Tank pour soutenir les acteurs académiques dans l'utilisation de ces bases nationales et locales mérite absolument tout notre soutien. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans le secteur social suscite un intérêt de plus en plus croissant. Elle présente, en tout cas à mes yeux, à la fois, c'est vrai, des risques, mais aussi énormément d'opportunités.
Et la France se positionne en tant que leader dans ce domaine. Bien sûr, l'IA générative ne doit être utilisée que dans un cadre bien sûr sécurisé. Et je pense que c'est une excellente initiative de pouvoir travailler sur la réflexion afin de faire de cette IA générative un atout pour les personnes et les territoires fragiles, que l'on parle d'accès aux services publics, que l'on parle du travail social ou encore de 1000 autres solutions à penser, à inventer. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'IA représente bien sûr aussi des risques et des opportunités, je le disais tout à l'heure. D'une part, nous devons rester attentifs et veiller à ce qu'elle ne soit pas utilisée pour servir des images de nos enfants disponibles en ligne pour générer des contenus pédopornographiques. C'est un exemple, mais c'est une dérive contre laquelle nous devons fermement agir. Mais l'IA pourrait aussi être utilisée pour détecter des échanges de contenus pédopornographiques, en ligne par exemple. Et nous en avons besoin. Aujourd'hui, les technologies qui existent peuvent encore gagner en fiabilité. Et il est nécessaire d'accélérer leur développement, c'est une évidence, pour obtenir des outils qui nous permettent d'abord de lutter efficacement contre ce fléau, mais aussi parce que c'est nécessaire, la mobilisation de tous, et c'est pour cela que je compte sur vous. En conclusion, je tiens surtout à exprimer tout mon soutien à l'Impact Tank dans ses réflexions, dans ses futurs travaux aussi. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement et pour votre dévouement sans faille que je connais. Je vous dis à très vite, à très bientôt et je vous remercie. Voilà, alors la ministre a insisté sur les sujets de l'aide sociale à l'enfance parce que nous avions discuté avec elle de ce sujet sur lequel l'Impact Tank a prévu de travailler. Pas tout seul, mais on est, disons, à un moment où il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises depuis, disons, 2 ans. Il y a beaucoup d'efforts de numérisation, on va y revenir, et donc il y a une capacité à faire des choses. Je commande juste, j'explique juste le focus qu'il y a eu dans les exemples de la ministre. On va peut-être commencer sur scène par échanger plutôt sur les sujets d'emploi et de formation. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire, compte tenu de ton expérience, comment tu vois cette question de l'utilisation des bases pour finalement des grandes bases publiques ou des bases privées des entreprises pour pouvoir être plus efficace, de mieux cibler, mieux personnaliser un certain nombre de choses? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Sur l'utilisation des bases, si je commence peut-être par les difficultés qu'on rencontre avant de parler de toutes les opportunités, les difficultés qu'on rencontre, et peut-être qu'il y en a ici qui verront de quoi je parle, c'est qu'en théorie, ce serait formidable d'avoir une grande base unique avec toutes les données dont on parle et dont on est si fier en France. Et en pratique, c'est très compliqué de les faire se parler ensemble à une époque pour essayer de rendre ça plus clair. Je disais, en fait, c'est comme si on avait fait des alphabets de langues différentes et puis on n'avait pas l'outil de traduction ou la pierre de Rosette. Donc on n'arrive pas en fait à forcément les faire se parler suffisamment ensemble. Et ça peut être un des grands défis techniques et un défi opérationnel pour arriver à faire ça. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup d'avancées qui ont été constatées ces dernières années, dont on a bénéficié sur l'utilisation de ces bases. Et pourquoi on veut avoir des bases importantes? Parce que ça permet de faire, d'une part, plus, ça permet de faire mieux et ça permet de faire plus vite. Plus, si je prends ce qui a été mon métier, puisque en fait Adecco est le premier employeur privé en France avec 600 000 personnes mis à l'emploi chaque année, plus c'est plus d'offres d'emploi, puis c'est aussi plus de candidats. Quand on s'est branché par exemple aux bases de Pôle emploi, d'un seul coup il y a des gisements de candidats qui sont beaucoup plus important que ce qu'on avait auparavant. Donc ça veut dire que d'un seul coup, tout ce qui était un petit peu le marché, si on peut parler de marché, mais le marché de l'emploi secret, ou tout simplement ce qui était invisible, d'un seul coup devenait visible. Mieux, et ça je reviendrai après, plus vite, c'est aussi sur les algorithmes qui permettent d'avoir une méthode d'appariement beaucoup plus efficace et donc de faire en sorte que ce qu'on appelle le matching se passe de manière beaucoup plus rapide entre une offre et une demande d'emploi. Mais enfin, il y a peut-être ce qu'il y a de plus intéressant et qui est un peu pour moi la perspective ouverte par l'IA générative, c'est le mieux. Ça nous permet d'aller un cran plus loin et plus finement. Tu parlais d'emploi, juste, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais il y a ce que contient une fiche de poste et il y a les tâches dans ce poste, et puis entre les deux, il y a un peu le métier, quoi. C'est ce que ça fait d'occuper ce poste en fonction des tâches qu'on exécute. Là où ça peut devenir extrêmement intéressant quand on commence à s'intéresser finement à ce que c'est qu'un emploi ou trouver un emploi, c'est quand on commence à décomposer, à fragmenter
un poste en différentes tâches et qu'on identifie un certain nombre de tâches qui, là, sont transférables d'un poste à un autre. Et c'est là que vous faites non seulement du plus, mais vous faites du mieux. Dit autrement, vous allez commencer à comprendre comment est-ce que les tâches qui étaient par exemple réalisées pour un métier de magasinier peuvent être exportables à des métiers qui sont ceux de ligne de production, ce qui est un peu contre-intuitif, mais en réalité, si vous avez décomposé un métier en forme de tâche, d'un seul coup, vous arrivez à avoir une méthode d'appariement qui est beaucoup plus fine, et donc d'un seul coup, vous déployez la possibilité de transférer des tâches et en fait les compétences qu'il y a derrière ces tâches d'un monde de l'emploi à un autre monde de l'emploi et à un autre monde de l'emploi et à faire passer d'une rive à une autre. Ça, je pense que c'est l'un des grands potentiels de l'IA et notamment l'IA générative qu'on va pouvoir exploiter dans les prochaines années. Donc ça, c'est le versant positif de ce qui se passe en IA aujourd'hui. Oriane, votre expérience en matière d'utilisation des données à des fins, là encore, de personnalisation, d'optimisation, que ce soit en éducation, en formation ou en formation continue, et donc en accès à l'emploi. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je rejoins Alexandre parce que c'est vrai que moi, les entreprises de la tech, donc c'est des entreprises qui utilisent les technologies au service de l'éducation, mais dans sa globalité, c'est-à-dire du plus jeune âge jusqu'à la formation tout au long de la vie, elles ont profité des ouvertures de données publiques type celles qui étaient disponibles chez Pôle emploi, celles qui sont aussi disponibles de plus en plus du côté des entreprises qui recherchent des compétences et qui donc vont faire appel à justement ce matching entre des personnes en situation d'apporter leurs compétences et ces offres-là. Au-delà de ça, nous on le voit sur la personnalisation de l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui est clé aujourd'hui dans la puissance du numérique. Évidemment, les technologies, elles apportent pas de valeur quand c'est juste la transposition d'un carnet de bord qu'on avait en version papier ou d'un calendrier, d'un agenda scolaire, etc., ou d'un manuel même. Elles apportent de la puissance quand elles traitent la donnée et elles personnalisent par ce traitement de la donnée des apprentissages. Dans les classes, aujourd'hui, je pense la force la plus importante du numérique, c'est de mettre à disposition des ressources pédagogiques qui vont s'adapter au rythme d'apprentissage des élèves. C'est le cas notamment, peut-être un exemple qui est l'exemple le plus important, le plus révélateur de cette puissance-là, c'est l'exemple de l'apprentissage de la lecture. Quand on apprend la lecture dans une classe comme on la connaît tous, on a un enseignant qui est face à 25, souvent un peu plus, élèves qui ont évidemment des profils qui sont totalement différents. Et souvent, on a un manuel qui a opté pour une méthode d'apprentissage de la lecture en fonction de ce que l'enseignant a choisi d'appliquer. Les ressources pédagogiques numériques d'apprentissage de la lecture, il y en a une aujourd'hui qui est massivement utilisée par les enseignants. C'est une EdTech, elle s'appelle Lalilo. Elle est utilisée par un quart des enseignants en France en CP, CE1, CE2. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un traitement automatique. C'est une application qui traite automatiquement la vitesse et la manière avec laquelle l'enfant, l'élève apprend à décrypter, à comprendre les codes, à s'approprier la fluence, etc., les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour apprendre à lire. Eh bien, ça va permettre à l'enseignant de proposer un rythme d'apprentissage, des exercices personnalisés, d'identifier des difficultés, etc., et d'avoir une forme de tableau de bord, et donc de traiter finalement, quand il a 25 élèves face à lui, 25 profils d'apprentissage différents, sans que ce soit trop compliqué. Aujourd'hui, c'est impossible pour un enseignant de traiter sans numérique 25 cas d'apprentissage. Donc ça, c'est la vraie valeur. Aujourd'hui, cette valeur, elle se heurte un peu finalement à des débats qui sont compliqués sur les écrans dans les classes, sur les écrans dans la société. Mais ça, c'est vraiment cette force, elle est éprouvée, elle est prouvée d'ailleurs. Il y a des études qui ont été menées sur cette solution-là qui montrent que dans les évaluations nationales, sur 100 000 élèves qui ont utilisé alors c'est une étude aux États-Unis, puisqu'en France on n'a pas ce type d'études, et c'est un des sujets, je pense, de cette table ronde. Sur 100 000 élèves qui ont utilisé cette solution,
sur une année scolaire, on a des évaluations nationales qui traduisent le fait que la progression des élèves est de 10 points plus importante quand ils ont utilisé cette solution que quand ils ne l'ont pas utilisée. Et c'est d'autant plus important quand on a des élèves qui sont en difficulté. On gagne, c'est 7 points, pardon, quand on a des élèves qui n'ont pas en difficulté. Ceux qui sont en difficulté, ils gagnent 10 points dans les évaluations nationales. Et pour des élèves qui sont allophones, on est à 14. Donc on est vraiment sur des outils qui sont au service de la performance éducative. Je rajoute un dernier point peut-être, sont des outils qui mettent aussi à disposition ces progressions-là, ces profils-là d'apprentissage de la lecture et qui sont finalement d'une aide précieuse pour les enseignants, pour la communauté éducative, pour tous les professionnels de la pédagogie, que ce soit le ministère, les académies, etc. Parce que ces données, elles sont aussi disponibles via ces applications-là et elles peuvent générer des idées d'amélioration des pratiques pédagogiques, d'amélioration des dispositifs qui sont proposés dans les classes. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, si on revient plus sur le social, finalement, plus classique, quelle est la vision de Malakoff Humanis sur l'utilisation des données au service des personnes ? Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous expérimentez? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Puis en préparant, on a travaillé aussi, on a échangé sur le fait que vous faisiez des diagnostics territoriaux qui pourraient aussi avoir une valeur collective pour tout le monde. Voilà. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Merci Agnès, merci de votre invitation. Malakoff Humanis, en matière d'action sociale, c'est un opérateur, à mon point de vue, aura un crédit académique beaucoup plus faible, mais vu du côté du métier, pour rappeler cet environnement, notre métier il consiste à concevoir et à opérer des actions de prévention, d'accompagnement des fragilités dans nos orientations prioritaires. Évidemment, on s'intéresse, comme à la mesure d'impact, aux avancées technologiques et à l'IA et à l'IA générative. On n'est pas parti concrètement dans le métier d'une mind map des applicatifs en matière d'action sociale, qui peut-être mes collègues me le diraient, mais à mon avis n'existe pas. On est parti réellement de notre métier, de nos difficultés, et je voudrais les exprimer de manière simple. En 2023, on a touché en action sociale, avec différentes actions, collectives ou individuelles, 900 000 bénéficiaires. On pourrait se satisfaire de l'énoncé de ce chiffre, mais derrière, il y a presque les 3 grands cas d'utilisation d'intelligence artificielle ou générative qu'on le voit. On pourrait se poser des questions très simples. Ces 900 000 bénéficiaires, comment les trouver en matière de fragilité sociale? Sont-ils les bons? Et est-ce qu'on a eu des actions suffisamment personnalisées, suffisamment efficientes? On est là pour l'impact. C'est vraiment ça, les cas d'utilisation qu'on teste aujourd'hui. Le premier cas, c'est évidemment l'identification, ou plus exactement, et en matière d'action sociale, c'est important, l'identification des fragilités sociales, des solutions de ciblage, qu'elles soient individuelles ou collectives, à titre préventif ou à titre curatif des personnes fragiles. Je vais reprendre un exemple très concret, puisque j'ai une approche métier. Dans le cadre du bien vieillir, on a un axe stratégique sur l'isolement des personnes âgées. L'isolement des personnes âgées, par parenthèse, c'est 530 000 personnes en état de mort sociale, 2 millions de personnes âgées isolées. Mais si je voulais faire de l'humour noir, il n'y a pas d'annuaire. Comment est-ce qu'on les trouve pour les agir? Si on tente une approche et une analyse causale, en tout cas de notre métier, c'est en effet invariablement un phénomène multifactoriel. Il est complexe, il est hybride, il y a des facteurs collectifs, des données publiques, des données banales, mais aussi des données personnelles qui tiennent à l'intime. Et c'est donc sur cette fonction d'un certain nombre d'algorithmes pour retrouver des fragilités qu'on travaille. Vous y faisiez référence, au moins 2 expérimentations importantes. La première, elle est de nature collective avec une société à mission. C'est vrai que nos actions territoriales, on essaye de les fonder sur ce qu'on appelle des diagnostics d'ancrage de territoire. Pour chaque région, on a cartographié les besoins, les difficultés sociales particulières et à côté également les ressources. Et bien là, on teste sur 2 régions de France et sur des fragilités définies un modèle prédictif qui croise plus d'1 milliard de données, qui mêle des données démographiques, économiques, sociales, d'accès aux soins, avec cet objectif de disposer, pour mener notre politique d'action, d'une cartographie territoriale des fragilités actuelles à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. On a même une expérience un peu plus profonde encore et à laquelle il faut faire attention. On parlera peut-être tout à l'heure des risques. Un second terrain plus individuel, puisqu'on teste un algorithme prédictif qui croise et analyse des données à l'échelle des territoires, mais aussi avec des individus. On gère les retraites complémentaires, on a des millions d'allocataires, pour essayer de disposer, de prioriser nos campagnes d'action de prévention pour les seniors. Donc ça, c'est vraiment pour nous une utilisation massive et aujourd'hui un peu expérimentale.
La deuxième grande hypothèse métier, et là on touche un peu à l'IA générative, mais je ne veux pas être très long, on la voit assez bien venir, c'est sa capacité évidemment de créer, vous en avez parlé, du contenu encore plus personnalisé en fonction des différences culturelles, intellectuelles, sociales, et c'est notre métier d'action sociale. Alors on y revient dans quelques minutes, si ça vous va. Emmanuel, si on écoute là, les différents intervenants, que ce soit sur l'aide sociale à l'enfance, l'emploi, la formation, l'éducation des jeunes, le repérage des personnes âgées en difficulté, il y a probablement beaucoup de cas d'usage si on arrive à faire des croisements de base. Alors si on prend l'expérience de la santé, qui est partie avant le social, ce qui est assez classique, il n'y a pas que dans le domaine des données, quelles leçons on peut tirer du chemin du Health Data Hub au hasard, de son grand frère européen? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on anticipe pour que, assez rapidement, on puisse utiliser les données dans le social avec toute la puissance que ça mérite? Alors peut-être déjà que tu nous dises ce que tu penses qu'on arrive à faire dans la santé qu'on n'arrivait pas à faire il y a quelques années. Il y a plein de questions là, du coup. Ce qu'on arrive à faire dans la santé. Bon, on a parlé de personnalisation. Quand on parle personnalisation et santé, forcément, on pense à la médecine personnalisée. Hein, ça existe. Donc, évidemment, on pense à ça. Médecine de précision, c'est quoi? C'est de dire, on ne va pas faire un parcours de soins, on ne va pas décider d'un parcours de soins juste sur une pathologie, mais on va tenir compte de toutes les caractéristiques de la personne. C'est déjà en oncologie le cas. Il y a quelqu'un qui a un cancer du sein. C'est pas parce que c'est le même grade et le même type de cancer qu'un autre qu'on va donner le même parcours de soins. Et là, il y a une promesse de l'IA et forcément des données qui sont associées, qui est de dire il ne faut pas juste regarder ce qui est fait aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, mais juste regarder les caractéristiques génétiques de la tumeur, mais il va falloir croiser avec le mode de vie de la personne, avec son parcours de soins qu'elle a déjà vécu, les comorbidités et ainsi de suite. Et bien sûr, il va falloir croiser avec des grandes bases. On parlait de méga-bases au début de ta question. Alors, il faut parler d'une base quand même qui est une petite pépite, enfin une grosse, c'est une grande base. Donc c'est une grande pépite française que beaucoup de pays nous envient. Il s'agit de SNDS, donc le Système national des données de santé. Hop. Ah, ça y est, ça a repris, excusez-moi, qui est essentiellement une base qui regroupe les données de la carte vitale. Alors, ce n'est pas des données cliniques, c'est des données de remboursement, mais en fait, on a une chance que vous connaissez, que vous savez, on a en France, hein, c'est qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tout. Ça, c'est assez unique au monde. Donc, on a une base avec 66 millions de personnes dans la base. Et alors, ce n'est pas tellement le nombre, c'est impressionnant, mais si vous regardez en comparaison des bases américaines, par exemple, si on cherche des bases un peu équivalentes, il faut aller voir les mutuelles américaines. Le problème qu'on a chez les mutuelles américaines, elles ont beau avoir peut-être 20-25 millions de personnes, c'est que vous avez des gens qui sont essentiellement jeunes, riches et en bonne santé. Donc si on commence à faire de l'IA là-dessus, c'est une catastrophe. Vous aurez compris pourquoi. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'absolument unique qu'on a en France. Alors, malheureusement, elle ne remonte pas encore assez vite, il y a des problèmes d'accès, mais j'y reviendrai peut-être. Mais pour donner quelques faits marquants, pendant le Covid notamment, alors elle n'est pas remontée assez vite, mais un petit peu tardivement, il y a une chose qui est sûre, c'est que, par exemple, l'hydroxychloroquine, le fait que ça n'avait aucun effet, et même plutôt un effet délétère, c'était donné par cette base de façon, mais en 15 jours de travail. Une fois que la base est remontée, c'est 15 jours de boulot pour montrer que l'hydroxychloroquine, et qui convainc tous les scientifiques dignes de ce nom. Et pour le vaccin aussi, c'est la plus grosse étude sur l'effet du vaccin sur des personnes de plus de 50 ans, je crois, sur les effets de Covid grave. Donc ça, c'est la plus grosse étude au monde. Donc en fait, c'est des bases de données qui sont absolument fondamentales. On n'en tire pas encore assez parti en France parce que il y a des problèmes de gouvernance, etc. Mais j'y reviendrai peut-être sur les autres questions. Et il y a des enjeux de croisement aussi de cette base-là. Évidemment, alors on parle éducation, forcément. Croiser le SNDS avec des bases d'éducation ou avec des bases de Pôle emploi ou des choses, on va découvrir des choses extraordinaires. Maintenant, c'est sensible, donc ça se fait petit à petit, mais je pense qu'il faut essayer de fluidifier tout cela. Alors justement, on a prévu pour les prochains mois d'essayer de travailler déjà à faire fonctionner ce qui existe, parce qu'en travaillant depuis 6 mois, on a compris qu'en fait, il y avait pas mal de passerelles qui existaient entre les bases, mais c'est assez confidentiel, c'est assez peu de gens connaissent le mode d'emploi.
Et puis, il y a certaines voies d'accès qui ne sont pas complètement complètes. Mais c'est le point auquel la ministre faisait référence. On aimerait bien essayer de travailler à partir des données de l'aide sociale à l'enfance, en croisant des données des CAF, de l'éducation nationale, de la PJJ et bien d'autres, pour essayer de retrouver où sont ces jeunes et surtout qu'est-ce qu'ils deviennent dans la durée. C'est-à-dire pas seulement regarder un instant donné, mais juste pouvoir se dire sur 5 ans, 10 ans, et notamment que sont devenus les jeunes de l'ASE après leurs 18 ans. Donc sur cette question du croisement des bases, est-ce qu'on est tous d'accord, et notamment Emmanuel et puis qui veut, peut-être Oriane, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça aurait beaucoup de valeur qu'on arrive à finalement avoir des accès privilégiés et pouvoir avoir des chercheurs qui travaillent à la fois sur plusieurs bases en même temps? Je peux prendre la question. Donc oui, c'est fondamental. Alors, on parlait IA. Pour moi, la révolution de l'IA en santé, mais c'est vrai pour la plupart des verticales, c'est pas que la santé, c'est avant tout la révolution de la donnée. Ça, c'est extrêmement clair pour moi. C'est une révolution de données. Les nouvelles méthodologies IA, c'est bien, mais avant toute chose, il faut avoir les données. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que la révolution de la donnée, ça va prendre des dizaines d'années aussi. Je suis désolé, mais c'est effectivement le cas. Et quand on parle de données de santé, mais c'est vrai sur pratiquement, encore une fois, toutes les verticales, on a 3 problèmes qui, à mon avis, sont vraiment universels. Un premier problème, c'est que les données sont éparpillées un peu partout et c'est très compliqué de savoir où et quoi. Deuxième problème, il y a un problème de gouvernance, très souvent, qui peut être rédhibitoire. En santé, on ne compte pas du tout sur les doigts d'une main. C'est très commun d'attendre 6-7 ans pour avoir accès à une base de données. C'est de ça dont on parle, quand on y a accès. Et troisième, on l'a déjà un petit peu évoqué, et c'est lié au croisement, c'est les problèmes d'interopérabilité. Ça, c'est le terme technique qui n'a pas été utilisé, mais c'est exactement ce que vous disiez en début, c'est le fait qu'on arrive à avoir des bases qui, quand on les croise, quand on les met ensemble, elles arrivent à parler le même langage, elles sont utilisées pour coder les mêmes choses. Ces 3 problèmes-là, je pense qu'ils sont fondamentalement universels, santé, pas santé. Ils sont valables à l'échelle nationale, ils sont valables à l'échelle européenne, ils sont valables à l'échelle mondiale, ils sont même valables à l'échelle de l'entreprise. J'ai accompagné des transitions digitales de grosses entreprises. Ces 3 problèmes-là, vous les retrouvez, mais c'est vraiment à l'identique. Alors, nous, au Health Data Hub, on travaille au niveau européen parce qu'il ne faut pas attendre que ça soit prêt au niveau national pour commencer à travailler au niveau européen parce qu'il y a une urgence. Donc, on travaille justement sur ces problématiques-là. De pouvoir faire discuter des bases ensemble à un niveau européen. Si on avait eu ça, si on avait eu quelque chose comme ça pour le Covid, ça se serait passé totalement différemment. Mais pour donner juste un exemple extrêmement concret, quand on parle maladie rare, par définition, on n'a pas assez de cas, on n'a pas assez de données dans un seul pays, donc il va falloir réunir des données de différents pays. Et une chose qui est extrêmement complexe, c'est qu'on doit être sûr que chacun des pays, quand on parle d'une certaine maladie rare, on parle de la même maladie rare. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on a exactement la même façon de coder, qu'on est en train vraiment de parler de la même chose. Et ça, c'est cette interopérabilité qui est extrêmement complexe et qui est évidemment extrêmement importante. J'en conclus quand même qu'on continue à creuser ce sujet et qu'il est complètement lié à la mesure d'impact. C'est fondamental. Le croisement et réunir des bases, arriver à centraliser des bases et croiser, mais ce n'est pas que la santé, mais je pense que tout le monde va dire la même chose ici. C'est le début. Et ensuite, on pourra faire, en santé, il y aura un impact formidable si on arrive à faire cette révolution de la donnée. Et je suis désolé de casser un peu l'IA alors que c'est une table ronde sur l'IA. On aura un impact formidable avant tout sans IA. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire sans IA. Et bien sûr, il y aura aussi des choses à faire avec de l'IA. Alors, je voulais évoquer aussi l'IA générative, c'est-à-dire ce qui est en train d'arriver en matière de nouvelles capacités de dialoguer avec les systèmes, de capacité à dialoguer pour des gens, par exemple, qui maîtrisent mal la langue française ou mal l'informatique, de pouvoir dialoguer avec les machines, dialoguer derrière plus exactement avec les services publics. Regardez aussi ce qui peut être fait
dans d'autres domaines, dans le domaine de l'appareillement par exemple. Donc est-ce qu'on pourrait partager, par exemple Alexandre, ce que toi tu penses qu'il serait possible de faire avec l'IA générative? Tu as évoqué rapidement le sujet tout à l'heure. Oui, enfin, que fait l'IA, enfin, IA générative et emploi, donc qu'est-ce que ça fait à l'IA et qu'est-ce que l'IA fait à l'emploi et qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'emploi? Alors, ce qu'elle fait à l'emploi, juste de manière un peu macro, il y a ceux qui disent qu'elle va détruire de l'emploi, il y a Goldman Sachs, il y a des consultants McKinsey qui disent en fait non, c'est pas ça, donc la bonne nouvelle c'est qu'en fait on n'en sait rien et que c'est pas, et comme on ne sait pas ce qu'on va en faire, c'est surtout ce qu'on va en faire qui fait qu'on en saura quelque chose. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Puisqu'on voit même historiquement qu'il y a des révolutions technologiques qui mettent beaucoup de temps à prendre. Je regardais un exemple amusant qui n'a rien à voir avec l'IA, mais c'était les téléopérateurs. Vous savez, dans les films où il y avait quelqu'un, vous appeliez, puis il mettait sur un tableau. En fait, avant que ça ne soit généralisé, il a fallu 90 ans. Donc là, on avait la technologie pour que ce soit entièrement automatique dès 1890, et puis ce dernier poste a été supprimé dans les années 80. Mais vers les années 40, 50, ça commençait à basculer. Donc en fait, ça dépend beaucoup de ce qu'on fait. Alors après, il y a quand même des éléments forts. Un élément fort, c'est que là où la robotisation a beaucoup touché les cols bleus, l'IA générative touche beaucoup les cols blancs. Ça, c'est assez générique. Ce qui n'était pas complètement intuitif, c'est que ça a d'abord un impact assez terrorisant ou traumatisant pour les métiers créatifs ou prétendus créatifs. On se rendait compte d'un seul coup qu'en fait, ce qu'on appelait créatif n'était pas si créatif partout. Donc, c'était les scénaristes sur Netflix. Donc ça, c'est une leçon intéressante. Après, si on voit dans les métiers du marketing ou de la création publicitaire, là aussi, il y a des IA qui sont extrêmement productives. Donc, je reviens à mes tâches, métiers, postes. Vous allez avoir certaines tâches sur certains postes où vous allez ponctuellement des gains de productivité de 2000% parce que d'un seul coup, vous allez prompter une IA, vous allez lui dire fais-moi un visuel comme ci et comme ça, et puis d'un seul coup, en fait, en quelques secondes, vous avez quelque chose qui prenait parfois des heures à des créatifs. Donc c'est la prolongation de la fin du monde de Mad Men, quoi. En gros, c'est ça qui finit. Donc il y a ces éléments un peu impondérables, et donc on ne sait pas exactement où ça va aller dans les métiers administratifs. Ça, c'est assez majeur. Moi, j'avais des clients qui disaient qu'en fait, pour le traitement de la facturation, il fallait que leur contrat, leur pacte social le permettent, donc c'est pas tout seul, hein, c'est pas en l'air. Le traitement des factures, il est entièrement géré par des IA génératives pratiquement du jour au lendemain. Donc ça fait partie des impacts importants. Après, et pour des personnes qui typiquement accompagnent des demandeurs d'emploi ou pour des travailleurs sociaux là, après, c'est ce qu'elle peut faire pour l'emploi. Donc pour l'emploi, là, ce que vous disiez, il y a le meilleur et il y a le pire. Bon, moi, si je commence par ce que j'estime avoir été peut-être une vision du meilleur, il y a quelque chose qui était pas mal qu'on avait fait chez Adecco qui revient, c'est l'IA qui permet de recréer un peu d'égalité, un peu de justice. Par exemple, chez les intérimaires, la rédaction du CV, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que, beaucoup sont allophones, le français n'est pas leur langue, et deux, ils changent de métier tout le temps dans une année, donc ça veut dire qu'il faut une mise à jour du CV en permanence. Nous, on avait produit, grâce à de l'IA et un outil de NLP, de traitement de la langue naturelle, un outil qui permet de parler à une machine et de générer un CV automatiquement. Bon, d'un seul coup, vous avez un des freins majeurs à l'emploi, qui est la rédaction de CV, mais qui est un frein absolument majeur pour ces gens-là, qui est automatiquement produit. Il y a un peu de retouche avec le recruteur, mais donc ça, c'est très bien. Donc ça permet de faire, je dirais, c'est de l'IA bien utilisée pour l'emploi. Il y a de l'IA qui forme. Ça, on avait vu, je viens de parler d'un certain nombre de métiers qui étaient perturbés par l'IA, mais on a aussi des études, et ça aussi, c'est parfois un peu inattendu, ça compresse un peu les inégalités chez certains cols blancs. Il y a une étude faite sur certains, alors c'est des consultants, mais c'est sur des consultants juniors, les moins performants devenaient plus performants, mais les très performants ne devenaient pas beaucoup plus performants. Donc bon, en fait, on y voulait par le haut, mais pour une fois, c'était pas mal. Mais en tout cas, pour tout ce qui est toute la partie consulting, où on est un peu plus une extension du disque dur qu'un esprit critique, ça permettait de corriger les choses. Mais ça veut dire aussi que dans l'éducation, plus que jamais, là c'est la phrase de Montaigne, il faut une tête bien faite plutôt qu'une tête bien remplie. Je ne suis pas sûr qu'en France on soit complètement cortiqué de cette manière pour filer la métaphore. Et dernier exemple, parce qu'il y a quand même des points un petit peu, je dirais, IA appariement algorithmie. L'IA, quand on arrive à bien l'utiliser, et donc il faut que nous, on soit maître de l'IA esclave et pas l'inverse, si vous voulez, ça vous permet d'avoir un appariement de bon niveau. Nous, on avait vu, plutôt en Europe du Nord, on avait fait des tests avec de l'IA qui proposait des jobs, qui proposait des postes,
Et l'IA était récompensée en fonction de la prise des postes par les personnes concernées. Donc on se rendait compte que les femmes, plus que les hommes, prenaient systématiquement des postes près de chez elles et moins bien payés. Donc, et les hommes, au contraire, eux, ils étaient contents d'aller très loin et de gagner plein d'argent. Donc, si vous voulez, plus ça allait, plus en fait l'IA apprenait comme ça, et donc en fait ça devenait terrible parce que les malheureuses femmes, enfin ça aggravait les inégalités. C'est-à-dire, je venais de vous donner un exemple où, au contraire, on les gomme, on les corrige. Ben là, ça les aggravait parce que les malheureuses femmes se retrouvaient avec vraiment des postes, mais vraiment très près de chez elles et extrêmement mal payés. Donc, si vous voulez, généralement, en fait, donc en plus, voilà, charge mentale, elles pourraient retourner à la maison, deuxième métier derrière, et les hommes, eux, allaient vraiment très loin pour gagner plein de fric. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on soit extrêmement attentif dans ces usages de l'IA. Je sais pas comment on dit là, c'est pas la queue qui remue le chien. Il faut voilà, faut avoir les idées claires sur ce qu'on va en faire. Et piano, voilà. Mais c'est la même idée. Oriane, vous voulez compléter? Je pense que le sujet là, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on anticipe, qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire pour le travail social. Qu'est-ce que ça vous inspire de ce point de vue-là? Là, je voulais rebondir sur plusieurs points. Si je partage la remarque d'Alexandre sur en fait on ne sait pas trop, je nuancerais par rapport à la métaphore sur les télé conseillers ou je ne sais pas comment on les appelait, mais en fait les usages de l'IA se sont quand même, génératives notamment, se sont diffusés aujourd'hui dans le quotidien de vraiment tout à chacun. Et je pense que ça en fait une problématique politique au sens noble du terme majeure aujourd'hui pour tous les secteurs. À partir du moment où dans une organisation on a Microsoft, on a de l'IA générative. À partir du moment où on a entendu parler il y a 1 an et demi de ChatGPT, en fait on a des personnes qui s'en sont emparées, qu'on soit professionnel, qu'on soit juste citoyen, etc. Donc en fait les usages aujourd'hui sont là. On ne sait pas encore trop ce à quoi ça va aboutir de manière macroéconomique notamment, mais c'est la réalité. Et ça, je pense que c'est très différent des premières étapes de la diffusion de la technologie qui est allée moins vite en fait, dans le quotidien des gens. Donc ça, c'est le premier point. Et donc ça en fait vraiment un sujet qui, comme le disent tous les philosophes des techniques, les technologies sont ambivalentes. Elles sont ni positives ni négatives en elles-mêmes. Elles sont pas neutres non plus. On a tendance à penser que c'est neutre, c'est pas neutre, et donc elles sont ambivalentes. Et ce que vous disiez très bien. Sur la question de l'éducation, pour rebondir aussi sur la question des bases publiques, il y a 2 sujets sur l'éducation, parce que à mon sens, on est un peu plus en retard que sur les questions de santé. Sur les données d'éducation, il y a un sujet déjà de désiloter entre elles les données de l'éducation. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous, à mon avis, connaissent les différents systèmes d'information qui sont dans les écoles, qui établissent aujourd'hui le lien entre les enseignants et les parents d'élèves pour le suivi des cours, des devoirs, des notes, etc. Donc il y a plein de systèmes d'information aujourd'hui, c'est régi par les collectivités territoriales, il y a le lien avec le ministère, il y a les académies qui regardent aussi ce qui se passe sur leur région, etc. Il y a plein de systèmes d'information. Donc il y a déjà plein de bases de données, il y a les évaluations nationales qui mesurent l'acquisition des savoirs fondamentaux, etc. Et déjà tout ça, ça ne dialogue pas entre eux. Donc on a une insuffisante prise en compte, interopérabilité interne même à l'éducation nationale. Nous, on se bat d'une certaine manière pour que ce qu'on demande aux entreprises qui font du numérique pour l'éducation, c'est-à-dire de libérer un certain nombre de données, soit déjà appliqué au ministère qui produit de la donnée qui nous serait utile, notamment pour innover. On le disait, hein, c'est la capacité des entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'innover à partir de la donnée. On l'a vu sur la libéralisation des données Pôle emploi, ça crée des solutions, ça crée des initiatives et ça répond à des besoins. Donc il y a un problème au sein même, et on est un peu au milieu du gué parce qu'on n'assume pas totalement d'aller traiter de ces données, d'aller rendre les systèmes interopérables, d'aller quantifier, objectiver un certain nombre de dispositifs qui sont menés, etc., pour voir s'il y a un impact, il n'y a pas d'impact, est-ce qu'il y a un impact sur la performance éducative, s'il n'y en a pas, pourquoi on ne l'arrête pas, pourquoi on donne de l'argent public à quelque chose qui n'en a pas, etc. Donc c'est un vrai sujet aussi d'efficacité de la dépense publique. Et il y a un deuxième sujet qui est très vrai, qui est les données de l'éducation nationale sont utiles pour d'autres politiques publiques, d'autres politiques sociales, etc.
Et inversement, il y a des données extérieures à l'éducation nationale qui seraient utiles justement pour améliorer l'efficacité d'un certain nombre d'initiatives éducatives. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut... c'est sûr qu'il faut sécuriser, c'est sûr qu'il faut avoir des garde-fous, mais je pense qu'on est quand même aujourd'hui en Europe, avec les réglementations RGPD, avec des mécanismes qui peuvent être développés, qui ont été développés dans le cadre de la santé, des comités d'éthique, etc. On est capable de créer un cadre démocratique, éthique, acceptable. Et je pense qu'on a un enjeu de passer un cap et d'aller vraiment... là où la santé est allée, et aujourd'hui on ne prend pas trop ce chemin-là. On est plutôt, côté éducation, on est plutôt en freinant des cas de fer, je pense pour des mauvaises raisons. Merci. Toutes les façons, du côté de l'impactant, qu'on va essayer de bouger en partant du sujet, comme je le disais tout à l'heure, de l'aide sociale à l'enfance. Jean-Baptiste, vous vouliez dire un mot sur les sujets d'éthique, notamment dans le champ social, personnes âgées. C'est évidemment un sujet particulièrement sensible. Oui, alors l'éthique, mais même puisqu'on parlait de l'IA générative, j'aime bien ce que vous disiez, parce qu'on est à peu près sur le même lot, on ne sait pas trop en matière d'action sociale, et en plus on est au pied d'une montagne, hein, quasiment. Les applications, là encore, elles sont évidentes. Je parlais de la personnalisation de contenu, c'est notre métier que de formaliser des contenus éducatifs, par exemple en matière de prévention santé. Mais il y a d'autres choses avec des risques qui sont intrinsèques à l'IA générative en action sociale. L'exemple du traitement assisté de dossiers d'aide sociale individuelle, cette gestion humaine et cette interlocution client, vous faisiez référence tout à l'heure, qui pourrait très bien être réalisée par des systèmes d'IA générative, la qualification de situation sociale, l'allocation de dossiers. Je crois d'ailleurs que c'est une expérience qui a eu lieu en Suède. On a gagné beaucoup sur les délais de réponse, même sur la pertinence des allocations, mais immédiatement sont apparus des doutes et des polémiques sur la transparence des décisions prises. Donc réellement, aujourd'hui, on se trouve confronté en action sociale, la spécificité peut-être de ces risques éthiques. Il y a tous les autres risques, hein, et notamment, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas dans le cœur du sujet, mais la confidentialité des données, elles existent sur toutes les données et sur toutes les bases. L'action sociale, c'est un accélérateur terrible de risques. Je vous parlais tout à l'heure des personnes âgées. Imaginez une liste des personnes âgées vulnérables dans de mauvaises mains. La spécificité, pour être plus rapide que ça en action sociale, peut-être, c'est qu'il reste essentiel que les personnes fragiles restent maîtres de leur projet, que leur consentement soit éclairé. Et pour ça, il y a un dogme, quand on expérimente sur le sujet, c'est que l'IA ou l'IA générative restera, alors pour employer un terme à la mode qui peut être un peu agaçant, permettra d'augmenter peut-être les travailleurs sociaux, mais on voudrait absolument éviter que, comme dans d'autres applications, comme le marketing opérationnel ou des choses comme ça, elle ne les remplace. Parce que là, il y aurait sans doute un risque ontologique par rapport à nos engagements. On conclura sur cette... réponse de sagesse, et puis on n'est qu'au début de ces sujets, évidemment d'IA générative, mais même de croisement de grandes bases et d'IA. Donc il est certain qu'on se reverra sur ces sujets. Merci à tous.